concept of the creative country and fueled by the East nationalism and national confederation, which was absorbed by the idea of Soviet Europe over Iran. But in fact, the global country meant to transit from the age of Catholic conflict to the need of peace, cooperation, friendship, and integration. I believe so. All the governments and taxpayers of the various countries of NATO, EU, the UN, and the other peace organization would support and assistance was so important in bringing about this historical change. However, I believe that the final solution of the Kosovo state, in full respect of the expressed will of her citizens for le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement de la paix, la promotion des droits de l'homme, le changement climatique essentiel qui interpelle le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le développement de la paix, la promotion des droits de l'homme. Il s'agit de la survie. Aujourd'hui, plus que jamais, cette survie est menacée par les graves manquements au respect de l'environnement. L'homme a émergé de la pure nature morte. Il a d'abord dompté la main égale, avant d'entreprendre de la menacer dangereusement par son appétit au pouvoir absolu pour son confort et son maintien. Où s'arrêtera ce tableau? La science a donné l'alerte alors que la mobilisation se fait plus déclamatoire, plus intentionnelle que réelle. Dans cette même salle, lors de la réunion de haut niveau sur le changement climatique, nous avons absorbé toutes les informations données par les scientifiques qui contribuaient à l'action et à l'urgence. Il est paradoxal de remarquer qu'après avoir cherché désespérément, sans la journée, la vie d'autres humanités sur d'autres planètes, l'homme ne réalise pas pour l'instant. Il est une grosse spécificité de la humanité de la société. Cette spéciale existence dans la voie lactée doit demeurer la rubrique, et cela est à notre portée. La détermination qui a animé les nations fondatrices de l'ONU pour ordonner les affaires du monde en vue d'éloigner à jamais le spectre de la guerre doit être la même détermination qui doit amener toutes les nations de la Terre à appliquer par des mesures concrètes et immédiates la dégradation de la vie. Chaque fois que les hommes ont ils ont fait. Cependant, cette volonté ne doit pas comporter le vice caché. Elle ne doit pas consister, par exemple, à imposer aux pays pauvres la restriction d'exploiter leurs forêts au nom d'un angélique service à rendre à l'humanité. L'équilibre entre la protection de l'environnement et l'indispensable volonté de développement est possible. Certains grands responsables de ce monde ont, pour l'avenir, fait le plaidoyer d'une juste rémunération de l'exploitation des ressources naturelles. L'Afrique doit leur en être reconnaissante. Mais le besoin du continent va bien au-delà. Il ne veut plus être confiné au simple rôle de pourvoyeur de matières premières. Il veut les transformer pour mieux créer d'emplois et de valeur ajoutée, pour mieux créer de richesses. Le transfert de technologie aujourd'hui requis est celui de technologie qui assure la meilleure productivité tout en respectant l'écosystème. Mesdames et messieurs, les questions auxquelles l'humanité est confrontée aujourd'hui ne peuvent être traitées par aucun pays pris isolément. L'ONU,
Parce que incarnant notre communauté de destin doit être la confluence de nos frères, de nos angoisses, de notre vision, de notre condition, mais aussi de nos espérances. Mais pour quelque chose, l'ONU a besoin d'être juste et équitable, à la fois dans ses structures et dans ses mécanismes de décision. La Deuxième Guerre mondiale, qui a été le triste vecteur qui a heureusement généré l'ONU, n'a épargné aucune nation, aucune race, aucun continent. La réforme du Conseil de sécurité en particulier et des autres organes des Nations Unies en général doivent non seulement tenir compte de cette évidence historique, mais doivent tenir compte du caractère inévitablement universel des problèmes qui nous assaillent. Comment arrêter le terrorisme si l'on ne tient pas compte du ferment constitué, le dialogue des civilisations, des cultures et des religions, pour plus de connaissance les uns des autres et pour plus de tolérance les uns envers les autres? Comment vaincre le VIH-Sida si nos profits demeurent le critère qui guide les laboratoires pharmaceutiques? Comment arrêter l'inexorable dégradation de l'environnement lorsque les puissantes corporations sont peu soucieuses de l'avenir de la planète? Comment éradiquer le fléau de la drogue lorsque les narcotrafiquants sont irrésistiblement engagés à accumuler l'argent facile? Toutes ces questions imposent la solidarité de l'Union et la communauté d'action. Ici, dans ce mot mythique, on ne peut plus faire d'analyse plus brillante et plus poignante qui n'a été déjà apprise. Mais la différence doit être maintenant l'action. Rappelons-nous que beaucoup d'engagements pris sur beaucoup de sujets n'ont pas été respectés par l'ONU et par les groupes de pays réunis parfois dans des organisations spécifiques. Si compte de en 1974, les pays les plus industrialisés ont fait la promesse d'éliminer la pauvreté dans le monde en l'an 2000, mythique année 2000. À cette fin, ils s'étaient engagés à affecter 0,7% de leur produit intérieur brut à l'aide publique au développement. En 1989, 15 ans plus tard, à la faveur de l'euphorie née de l'effondrement du mur de Berlin, les mêmes puissances ont prédit une ère de paix universelle dès la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Ils ont prophétisé que les budgets naguère engloutis par la course aux armements seraient désormais consacrés à accélérer l'éradication de la pauvreté. Ils annonçaient effectivement encore dans l'an 2000. Cette prédiction, hélas, était démentie. Cette déclaration, consacrant implicitement la fatalité de la pauvreté, a nié les objectifs de 1974, en admettant que le seul objectif réalisable à l'horizon 2015 est la réduction du papier du nombre de pauvres. Aujourd'hui, admis par la réalisation de cette déclaration, qui a malgré tout cristallisé tant de rêves et d'espoir des jeunes générations du monde, tous les rapports d'experts sont verts sur la quasi certitude que les objectifs du millénaire ne seront atteints qu'à la condition impérative de changer les stratégies et les règles qui transforment notre monde. En lieu et place de l'apprécier d'une paix globale, des guerres localisées, déchirant la membrane protectrice et titulaire de la défense de popularisation, ont fait éruption par vagues successives en Europe, en Afrique et en Asie essentiellement. La menace nucléaire n'a pas disparu. Qu'il soit civil ou militaire, le nucléaire est-il indispensable à la vie de l'homme? Le nucléaire civil est certainement utile, mais le militaire, pour ceux qui l'ont, comme pour ceux qui pourraient aspirer l'avoir, constituera toujours une menace civile. C'est la logique de la rivalité entre nations qui a généré la logique de la course aux armements dont la théorie de la dissuasion n'est que le substrat. La meilleure dissuasion, c'est l'absence totale d'armes. La lutte contre le terrorisme est un autre défi. L'un des défis qui se joue sur front manichéiste, le bien opposé au mal. Si aucune circonstance atténuante ne peut être accordée à la philosophie de la terreur, ce qui peut apparaître comme solution objective doit être éradiqué. L'injustice
dans la gestion des enseignements, l'intolérance dans la perception des différences entre les cultures, le cynisme dans la théorie de la différenciation naturelle des races, etc. Le succès des droits de l'homme et de la démocratie planétaire est assuré. À cet effet, les grandes puissances occidentales qui ont tant garanti à leur peuple la liberté, l'égalité et le respect des valeurs fondamentales de l'homme doivent faire preuve de plus de rigueur dans la promotion pacifique des mêmes principes à l'échelle mondiale. Elles donnent aujourd'hui le sentiment de choisir souvent leurs intérêts immédiats contre les principes auxquels elles croient, tout en ayant raison de pouvoir. Mesdames et messieurs, tous les chefs d'État et de gouvernement du continent africain, ainsi que de bien d'autres pays qui sont passés à cette tribune, ont éloquemment évoqué les questions concernant les pays pauvres. Je ne voudrais en dire que quelques mots. Piégés dans le cercle vicieux, résultant de la conjonction de la mauvaise gouvernance, de la pauvreté toujours croissante, du nœud gordien de l'irréductibilité extérieure, de l'unité des marchés des capitaux, des pays pauvres s'enfoncent se transformant souvent en sanctuaires des groupes armés rebelles qui sont le nid de guerre civile, avec leur cortège de réfugiés et de déplacements massifs de la population. Leur société désengagée alimente les flux migratoires et offre des refuges faciles à des réseaux mafieux de la carte. La circulation des armes légères défie de plus en plus leurs frontières pour finir entre les mêmes récits. Je ne crois ni à la fatalité de la pauvreté, ni à l'inéluctabilité de la guerre. Les échecs s'expliquent. Dans le combat contre la pauvreté, les groupes dominants des pays riches et les élites chargées de la gouvernance dans les pays pauvres sont co-responsables de l'échec pour n'avoir pas tenu les engagements pris à 100%. Ils ont donné la préférence à des politiques et stratégies commerciales en matière de technologie qui ont renforcé les causes de l'appauvrissement continu des populations démunies dans le monde. Quant à l'échec de la province de paix universelle, il est imputable aux conceptions et stratégies politiques mises en œuvre par les groupes dominants et les leaders du monde qui ont privilégié la réaction sur la prévention. Mesdames et messieurs, il existe des solutions pour lutter contre la pauvreté et sortir du monde de la logique de guerre permanente. Inspiré par la communauté des destins des hommes, notre rêve de paix universelle garde toutes ses chances. Il passe notamment par la promotion d'un système économique planétaire fondé sur une série de biens communs et de services publics mondiaux qui doivent être assurés par la collectivité mondiale et sous la responsabilité de celle-ci. Cela n'est assurément pas hors de notre pays. Pour éradiquer la pauvreté, il s'agit de déclarer son illégalité dans les principes et son inacceptabilité dans les faits. Déclarer l'illégalité de la pauvreté signifie concrètement abroger les dispositions législatives et administratives qui alimentent ces mécanismes de sécession et de maintien dans le monde. C'est la dynamique de ce nouvel élan d'engagement et de responsabilité collective en faveur de l'éradication de la pauvreté et de la garantie de la paix, nous s'ouvrirons les portes de la résolution de nombreux d'autres défis majeurs qui visent notre effort. Bien sûr, la grande question de nous, c'est de savoir si notre société contemporaine manque de capacité mondiale sans précédent en matière de savoir, de technologie, de finance et de mobilisation de ressources humaines dispose dans son sein non pas de conquérants, mais de bâtisseurs de paix et de sécurité, suffisamment courageux et audacieux pour changer les logiques actuelles qui conditionnent et façonnent le monde. Prenons exemple sur le 19e siècle, époque au cours de laquelle le monde a réussi à initier le processus d'éradication définitive de la pratique multiséculaire de l'esclavage, jusqu'alors considéré comme naturel et culturel. Pour cela, il a fallu au courageux leader d'alors de déclarer son illégalité, allant jusqu'à donner leur vie en sacrifice pour qu'il en soit ainsi.
L'héroïque victoire des Alliés lors de la Deuxième Guerre mondiale procède d'un engagement de punition comparable. Similairement, n'est-ce pas grâce à leur volonté, fermement affirmée, que les grands leaders du monde ont réussi tout récemment à effacer le honteux système de l'apartheid et même à lui substituer une démocratie institutionnelle. Excellence, mesdames et messieurs, si les leaders de cette Chambre ont éliminé notre passé, je suis sûr qu'il en existe aujourd'hui encore capable de changer notre monde pour en faire un heureux héritage pour les générations futures. Excellence, mesdames et messieurs, en janvier et février 2016, la République de Guinée a été en proie à une crise socio-politique sans précédent qui a mis en péril sa stabilité sociale et les fondements de ses jeunes. En cause, la convergence d'un déficit cumulé de bonne gouvernance, d'une pauvreté rampante et d'une situation économique globale dont tous les indicateurs financiers et militaires sont. Ces événements tragiques, émaillés par d'importantes catastrophes humaines, ont connu la destruction massive des édifices publics et entraîné une forte érosion de l'autorité de l'État tout en creusant de profondes déchirures dans les sociales. Heureusement, ils ont pu trouver un équilibre, certes fragile encore, mais pacifique, sous les auspices de la CEDEAO et des Nations Unies et l'impulsion conjuguée de l'autorité présidentielle, des syndicats, de la société civile, des sages et des amis de la Guinée à travers le monde. Du cours de cette tribune, je tiens à exprimer les sentiments de profonde gratitude et les remerciements les plus appuyés du peuple et du gouvernement guinéen à toutes ces personnes physiques et morales qui se sont investies afin que règne la paix civile dans le monde. Le gouvernement issu de ces événements, le gouvernement que j'ai le privilège de diriger, met les bouchées doubles pour tenter de satisfaire les multiples attentes d'un peuple devenu impatient à force d'avoir trop longtemps. Un plan minimum d'urgence a été élaboré pour les cours humains. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, permettez-moi enfin de dire que les initiatives ainsi envisagées par mon gouvernement, pour prometteuses qu'elles soient, restent tributaires de l'intérêt que les dirigeants du monde accorderont à tous les sujets que j'ai évoqués plus profondément convaincus. En plus de l'engagement de ses élus et de sa société civile en faveur de la bonne gouvernance et de la démocratie, la République de Guinée a besoin d'un partenariat efficace, conçu à l'aune de ses besoins spécifiques et urgents. Ce partenariat que le peuple de Guinée a fait de procéder sera d'autant plus adéquat, probant et durable que les groupes dominants du monde accepteront de s'engager en faveur d'une solidarité globale au service du développement de l'Union.
discours du Premier ministre Lansana Conté, il reçoit les personnalités d'Afrique et d'Asie et surtout des Américains qui le félicitent pour cette brillante allocution, et nous sommes en train de le filmer dans la salle des Nations Unies. Donc vous voyez des personnalités guinéennes, africaines et même asiatiques assister, lui serrer la main. Il a même signé des graphiques pour d'autres personnes qui sont là, qui ont demandé à avoir des orthographes. Il était vraiment très éloquent et nous sommes vraiment en ce moment satisfaits. Tous ceux qui viennent, c'est d'anciens amis qui sont à lui, qui étaient là depuis longtemps, qui ont travaillé avec lui. Et pour Aminata.com, Amadou Diallo. Là, nous avons Barbara Touré, Madame Sow, Monsieur Sow, l'ambassadeur de la Guinée à la mission des Nations Unies. Nous avons Madame Kabele et nous avons Monsieur Kabele. Ensuite, nous avons Monsieur Camara et nous avons Monsieur Kabele et le Premier ministre Lansana Kouyaté, et qui serre la main des officiels des Nations Unies et ceux qui sont venus apprécier le discours là. Oui.